Bonjour Sébastien, est-ce que vous pouvez nous présenter les 3 vins qui pour vous représentent le mieux votre domaine? Oui, donc salut Pascal, aujourd'hui on va présenter 3 vins. Donc le premier c'est un crément brut nature, le second c'est un pinot noir et le troisième un pinot gris. Alors j'ai souhaité présenter ces 3 vins puisqu'ici nous sommes dans une cave à barrique et donc du coup sont les 3 vins qui sont élevés ici dans cette cave. Vinifié et élevé, et donc du coup voilà, c'était très intéressant de présenter ça. Alors 3 vins, c'est toujours un peu compliqué ici au domaine de présenter que 3 vins, puisqu'on produit 35 vins à la carte. Donc mon cœur est pour chaque vin, on s'applique sur chaque bouteille. Donc voilà, donc ça sera les 3 vins que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Alors il y a aussi une petite histoire sur moi personnellement, c'est que j'ai eu la chance de pas mal voyager, et puis aussi de voyager en France, mais aussi à l'étranger, mais surtout en France. J'ai fait 2 grosses expériences, une en Champagne, dans un domaine qui s'appelle Voët et Sorbet pendant 1 an, donc où j'ai découvert les créments, que mes parents ne faisaient pas à l'époque. Donc j'ai démarré ça en 2010. Et donc ça va être le premier vin que je vais vous présenter. Donc ici nous sommes sur un crément brut nature, un vin qui a été élevé 24 mois sur latte. Donc brut nature, qui veut dire brut nature, ça veut dire qu'il n'y a pas de dosage en sucre, hein, on est sur un crément qui est non dosé, 24 mois sur latte, et on passe à peu près 70% de la cuvée en barrique bourguignonne. C'est aussi pour ça que je voulais vous présenter cette cave. Donc le chardonnay, le pinot noir, donc on a 3 cépages, hein, chardonnay, pinot noir, pinot auxerrois. Et donc du coup le chardonnay et le pinot noir est passé en barrique et l'auxerrois en inox et assemblé par la suite, hein. Pourquoi brut nature? Parce qu'en fait on cherche nos raisins mûrs, on aime les acidités mûres ici, on travaille à peu près à moitié de rendement, ce qui est autorisé en Alsace. Donc on aime les choses mûres, donc on n'a pas besoin de doser en sucre. Le crément, ce crément est assez vineux et assez gras pour pas devoir le doser en sucre, hein. Est-ce que c'est le seul crément que tu as sur la carte ou t'en as d'autres? J'en ai qu'un seul actuellement sur la carte. J'ai fait pas mal d'essais depuis 2010. On a fait des purs chardonnay que j'ai encore en élevage sur latte. On a fait des 5 ans sur latte, on a déjà fait des 3 ans sur latte, donc voilà, mais pour l'instant j'en ai qu'un seul. Et toujours en brut nature en ce moment-là? Et toujours en brut nature. J'ai fait la première année un extra brut, dosé à 3 grammes, et puis depuis mon cœur va vers des bruts nature. D'accord. Vraiment des créments vineux. Bien sûr, ici nous sommes que sur des sélections de terroirs calcaires. L'idée c'est vraiment d'avoir un crément qui a de la mâche, qui a du gras, et qu'on va pouvoir imaginer à table. Chose qui n'est pas forcément commune, puisque souvent les créments, on va les boire plutôt à l'apéritif ou des fois sur les desserts, festif, mais voilà, pour le côté festif, quoi. Alors que là, on va pouvoir l'imaginer même voilà sur un exemple assez marrant, mais sur un fromage champenois, un chaours, c'est super, hein, un bon crément, crémeux, gras, etc. Alors souvent le pinot noir aussi apporte cette masse, hein, c'est pour ça que j'aime beaucoup le pinot noir. Mais on trouve vraiment l'équilibre, hein, en 5 ans, là, 5 dernières années, on trouve vraiment l'équilibre où on fait en général cet assemblage-là, chardonnay, pinot noir et pinot auxerrois, parce qu'on trouve cet équilibre entre le pinot noir, le gras, le chardonnay, la minéralité, la droitesse, et le pinot auxerrois, le côté frais, la facilité, voilà. Donc on trouve vraiment un bel équilibre là-dedans. Et je me disais, là, c'est toi qui as commencé le crément sur le domaine. Oui. Et tu as tout de suite commencé avec un brut ou un extra brut nature. Ouais. Pourquoi le côté nature? C'est ton histoire personnelle qui a voulu ça? Ouais, alors en fait, bon, le domaine où j'ai travaillé en Champagne, c'est un domaine qui travaille en biodynamie, chose assez rare, on en trouve. Oui, en Champagne. Ouais. Ça commence à venir, mais c'est pas commun encore. Au moment où tu y étais, c'était pas. En tout cas, à l'époque, c'était pas, voilà. Et donc du coup, j'ai vraiment appris. Alors, il y a une chose aussi, c'est que quand on travaille dans de la barrique naturellement apporte par le côté séveux. On parle pas forcément de la barrique neuve, hein. Moi, je travaille plutôt sur des barriques plus anciennes. Mais la barrique peut apporter quelque chose une certaine profondeur au vin. Ce qui fait que d'être en brut nature, bah, ça lui va très bien. Vous verrez là, on est sur un 2016 ici. Alors là, il a été dégorgé au mois de février. Donc en général, j'aime bien, après le dégorgement, attendre 3-4 mois pour vraiment être à l'apogée, voilà, ouais, de se remettre en place. Ouais. Donc voilà, et donc là, février, ça commence à venir, hein. Et après, bon, j'ai aussi appris à travailler sur des créments d'une vineux, mais aussi avec des fines bulles et des créments de terroir. Alors vous verrez que on fait, ce que j'expliquais avant, on fait 35 vins à la carte, mais en fait, on fait pas 35 vins pour en faire 35. On est fou de terroir. En fait, sur le domaine, on a plus de 50 parcelles différentes.
et on sépare toutes nos parcelles. Donc on recherche vraiment à faire des vins très purs. C'est de l'orfèvrerie à ce niveau-là. Pardon ? C'est de l'orfèvrerie à ce niveau-là. Exactement, ouais, qui exprime vraiment le terroir. On est capable de faire des cuvées à 600 bouteilles annuelles, juste parce que c'est un terroir et qu'on cherche sa pureté. Et voilà. Cette expression-là. Ouais, exactement. Et alors, bien sûr, la pureté s'exprime pas tout seul. Hein. Il y a tout un travail de fond. Aujourd'hui, la qualité des vins qu'on recherche, ça passe bien sûr par un gros travail à la vigne. En cave, on est très peu interventionniste. On laisse vraiment les vins vivre. Bien sûr, on les guide, hein, comme un peu un enfant. Il faut quand même le surveiller. Mais ça passe vraiment par un gros travail à la vigne et surtout une très grande compréhension des terroirs et de la façon de travailler, puisqu'on ne fait pas le même travail d'un terroir à l'autre. Et bon, nous, on a la chance quand même sur le domaine d'avoir, on va dire, 4 grands types de terroirs. Et chaque terroir a une vraie personnalité et on essaye au maximum à sublimer ces terroirs-là. Ah ouais. Ah, mais c'est bien. Voilà. Donc on peut commencer par ce crément. Hop. Alors vous pouvez constater que je le sers dans des verres qui ne sont pas des verres à crément ou champagne. Pourquoi ? Parce que quand on travaille sur des créments vineux, on a besoin de cette ouverture. Je m'amuse même des fois à les carafer, chose qui est vraiment pas commune. Et donc, pourquoi ? Parce que voilà, ça permet de donner une certaine ouverture à ce crément-là, surtout que là, il a été dégorgé au mois de février, donc c'est encore un petit bébé. Hein. Voilà. Donc je t'invite Pascal à déguster ce crément. Merci. De rien. Bon, on a une belle jeunesse encore, hein, on le sent, hein, 2016 c'est encore jeune. En plus on est sur un millésime assez frais, hein, c'était plutôt un millésime qui était sur la droitesse, voilà. Alors au nez, pour moi, on a déjà ce nez un petit peu toasté, un peu crémeux qu'on peut retrouver. Mais surtout, on retrouve vraiment déjà un peu les nez des calcaires. Hein. On a l'impression déjà de sentir cette pierre. Alors la bulle est ultra fine. On est vraiment sur quelque chose de très fin, très pur. Ah, vraiment une belle bulle, une acidité assez cristalline, hein, vraiment dans la... Mais quand même l'assise calcaire une fois de plus. Donc le calcaire pour moi c'est cette largeur, cette épaisseur. Donc une fois de plus là-dessus on n'a pas envie on n'a pas du tout envie de le doser en fait ce crément là parce qu'il a déjà cette sucrosité naturelle en fait. Bien sûr il y a le terroir mais une fois de plus hein, comme j'expliquais avant c'est aussi les rendements. Donc comme on travaille sur des petits rendements, ben, ça structure le vin. On sent vraiment qu'on est sur des acidités tartriques, sur des acidités mûres. J'imaginerais bien, moi, ce crément sur une volaille, par exemple. Hein, sur une volaille en crème, on va vraiment pouvoir se l'imaginer sur quelque chose, une volaille un peu crémeuse, voilà, ouais. Avec une... La bulle est vraiment très très fine, hein, c'est... Ouais. Beaucoup de finesse, hein, une très belle élégance, hein, c'est vraiment un vin qui est tout dans la pureté. Vous avez vu, je parle de vin, hein, et pas de crément. Parce qu'en fait, un crément vineux, on parle d'un vin. Ce qu'on veut, c'est que ça reste un vrai vin. Que ça s'exprime comme un vin. Ce qui est fou, c'est que tu as vraiment une bulle qui est soyeuse, très fine, qui n'est pas agressive du tout, et qui laisse vraiment place au vin, comme tu le dis. C'est vraiment... En fait, la bulle, elle est pas là en... C'est pas le premier plan d'un crément vineux. Ce qu'on recherche, la bulle, elle est juste là pour soutenir le vin, en fait. Hein, et donc du coup, bon voilà, quand on les aime soyeux, élégants, les créments, on recherche toujours à avoir cette fine bulle, cette pureté dans la bulle. Hein. Ce qui fait que ça accompagne juste le vin en fait, hein, tout simplement. Ah, il est encore jeune, hein. C'est un crément qu'on va pouvoir attendre. Il va être vraiment à sa perfection dans 2-3 mois hein, pour qu'il se mette en place et que. C'est ce que tu disais. Ouais. Mise en bouteille est quand même relativement récente, donc. Exactement. Faut lui laisser le temps de se stabiliser, de se calmer un peu, quoi. Exactement. Ok, donc là on part sur le deuxième vin. Donc Pascal, là on va goûter un pinot noir. Après ça. Qui est mon deuxième vin fétiche après le crément. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le pinot noir aussi, c'est un peu moi qui a écrit une partie de l'histoire de ce pinot noir.
après la Champagne, j'étais aussi un petit bout de temps dans les côtes-rôties. Et donc du coup, quand je suis revenu des côtes-rôties, cette expérience m'a servi pour vinifier aujourd'hui mes pinots noirs, malgré qu'avant on était sur de la Syrah. Là, on est sur des pinots noirs, mais quand même, ce sont deux cépages qui peuvent être assez proches. C'est des cépages assez délicats, donc voilà. Et aujourd'hui, je fais des pinots noirs très structurés. On est sur des vrais pinots noirs rouges d'Alsace, ce qui fait qu'on est sur des pinots noirs à boire à table. Loin de l'idée des pinots noirs rosés, etc. Donc ça, c'est un vrai choix. Aujourd'hui, une fois de plus, il y a pas de secret. On parle de petits rendements pour arriver à faire des choses structurées et vraiment des pinots noirs de garde. Donc on va tailler nos vignes très très courts, souvent un tiers de ce qui est autorisé en Alsace. Et puis moi je fais des macérations très longues, ce qui n'est pas forcément commun non plus en Alsace. On est sur des macérations entre 1 mois et 1 mois et demi en fonction des années. Tous ces choix se font bien sûr au palais. Il est important pour nous et là je parle même de jus, les clients ne comprennent pas forcément, c'est qu'on parle souvent de déguster les jus. Les gens imaginent tout de suite que le vigneron déguste que les vins, c'est pas vrai. La base d'un grand vin, c'est le jus, et ça c'est très important. Il est important de savoir que c'est un peu comme un vigneron, c'est un peu comme un grand cuisinier. Au départ, pour arriver à faire un grand vin, il faut un grand raisin. Et donc du coup, vous savez très bien que les grands cuisiniers, pour sublimer un grand poisson, il faut qu'il aille le pêcher dans un endroit très spécifique. Il sait exactement, voilà. Le vigneron, c'est pareil. Si au départ on n'a pas un grand raisin de qualité, on n'arrivera jamais à faire un grand vin. En cave, on peut peaufiner les vins, mais chez nous, c'est proscrit. L'idée, c'est vraiment d'avoir vraiment une qualité extraordinaire au moment des jus, donc après pressurage, et donc du coup après le vin se bonifie par lui-même. Est-ce qu'on peut dire que le pinot noir finalement c'est un vin où le feeling est encore plus important que les autres cépages? Oui, c'est un cépage qui est très compliqué à travailler, le pinot noir. On sait déjà que la peau du pinot noir est très fine, donc la date de récolte est très importante. Et puis c'est un cépage qui est très délicat. Alors je parle d'1 mois et demi de macération. Il y a quand même des essais qui sont faits avant. On peut pas comme ça faire 1 mois et demi. Il faut faire très attention parce que le pinot noir prend très facilement des tanins, donc il y a quand même des choses un peu spécifiques à savoir. Et donc du coup oui c'est un cépage très très délicat. Sûrement le cépage rouge le plus délicat de France. Les bourguignons diraient pas l'inverse. Voilà. Et ça représente combien de pourcentage de votre production? Alors moi je plante pas mal de pinot noir parce que je suis fou de pinot noir, donc on en aura plus à l'avenir. Même sur les grands crus, on en plante aujourd'hui, et donc du coup ça représente à peu près, je dirais, pour l'instant c'est pas une grosse surface, mais on arrive par exemple 15% de la surface du domaine, quoi. Sur une surface du domaine qui est de combien? On a un domaine de 13 hectares de vignes. Et ce que je disais avant aussi, on a à peu près une 50aine de parcelles différentes sur 13 hectares. Situées sur 4 communes, entre Egisheim et Katzenthal à peu près. Voilà. Donc là, on retrouve Wettolsheim, Ingersheim, voilà. Avec, je disais, 4 grands types de terroirs, donc je ne les ai pas cités tout à l'heure. 4 grands types de terroirs. On retrouve donc toutes les vignes les plus en altitude du côté de Turkheim, donc on a des granites sur la façade du Brandt, et puis après bien sûr juste le niveau en dessous, donc ici sur Egisheim, la partie sud, etc. on retrouve des grès, ce sont souvent des grès qui ont roulé, qui sont venus se poser par-dessus les calcaires, puis juste en dessous les calcaires en fait. Et on a un peu de vignes de plaine dans le secteur Ehrenweg. Et là, on est sur des galets granitiques. Donc on retrouve les granites qu'on retrouve au-dessus, on les retrouve en bas. Donc c'est des galets qui ont été roulés par la mer. Donc des sols beaucoup plus aériens. Voilà. Donc du coup là, on va goûter ce pinot noir. Donc ça, c'est notre grande cuvée, c'est Pinot Noir Chemin de Pierre. Alors c'est un lieu-dit que j'ai traduit en français, qui est Steinweg. Donc voilà. Et puis, je vais faire goûter ça. Et puis c'est un vin qu'on élève ici aussi dans cette cave. Pas plus.
Alors ici, on est sur un pinot noir. Tiens, Pascal. On est sur un pinot noir qui est planté sur des granites. Et ce qui n'est pas forcément commun, puisque souvent, si vous allez en Bourgogne, la Bourgogne c'est 90% enfin même 100% de calcaire. Alors en Alsace, on en trouve des pinots noirs sur granit qui sont très très bons, mais on connaît beaucoup les pinots noirs sur les calcaires. Alors ici, on est sur une très belle sélection en fait de vignes. C'est une sélection massale que papa avait récupérée. Une très belle sélection massale qui vient du Clos des Epnots. Et donc cette sélection massale a été plantée donc sur ces granites, à une belle densité de plantation. Alors c'était pas encore une densité bourguignonne, mais on est quand même planté à 7500 pieds. Ce qui commence à être vraiment important puisque la moyenne alsacienne tourne plutôt autour de 6000, 6500 je dirais. Donc là c'est une belle densité. L'idée c'est d'augmenter pourquoi on augmente la densité de plantation? Tout simplement c'est d'avoir moins de raisins par pied et donc à même rendement que mon voisin qui a moins de pieds par hectare. Eh ben, on va aller plus loin dans la qualité puisque moins de raisins par pied, donc plus de concentration. Et l'obligation pour le pied de descendre plus en profondeur aussi. Exactement, donc on pousse les pieds à aller chercher le minéral. Donc voilà, donc ici on est sur un pinot noir qui a une très belle robe violacée, toujours, c'est vraiment typique. On a toujours une belle couleur, alors là on est sur un millésime 2016, qui est plutôt un millésime frais, qui n'est pas le millésime qui a été le plus simple en pinot noir, puisque on sait que le pinot noir, ce qu'on disait avant, est très délicat, et donc les millésimes un peu frais, il faut arriver à aller extraire vraiment la matière, et puis surtout à les récolter au bon moment. Alors on va avoir vraiment un pinot noir qui est assez profond dans la couleur. On va le servir chambré, donc à température pièce. Et là, le nez, le premier nez nous apporte toujours ce côté un peu pivoine, un peu épice, qui est vraiment différent des pinots noirs qu'on peut souvent trouver sur les calcaires, où là on est des fois plus sur des côtés kirschés ou des choses comme ça. En tout cas, les pinots noirs calcaires qu'on retrouve ici sur Eguisheim. Donc on se rapproche un peu plus de ce qu'on peut imaginer des fois des rouges. Alors c'est marrant que je dise ça parce que en fait comme j'ai fait mes écoles dans les Côtes-Rôties, je parle souvent de Côte-du-Rhône. Mais c'est un peu les nez qu'on peut retrouver sur les Côtes-du-Rhône et on sait très bien que toute la partie Côte-du-Rhône en dessous de Lyon, ce sont des granites. On retrouve ces terroirs granitiques. Ce nez a aussi un peu fumé, un peu pierre à fusil qu'on retrouve sur ces pinots noirs granitiques. Alors en bouche, on a beaucoup d'ampleur. Alors c'est un millésime qui est encore sur la retenue pour moi. Il pourrait aussi encore vieillir, 2016, même si ça commence à s'ouvrir. On a toujours on a une belle acidité, une belle fraîcheur, toujours cette tension du granit qui reprend la bouche, entre puissance et élégance. Et on retrouve cette épice dans la bouche. On va vraiment l'imaginer, c'est un pinot noir de viande rouge. Je reviens sur l'effet millésime. Oui. Je vois que tu as des vins qui sont relativement récents parce que je suppose que tu es à flux tendu, c'est à cause de ça? Alors, oui et non. Alors, il y a des vins nous, ça nous arrive avec papa. Flux tendu ou pas flux tendu. On préfère faire de la rétention alors. Voilà, on est capable de garder certains millésimes. Là, je présente vraiment des coups de cœur, mais il y a des choses que je vends pas, ou que je freine, etc. Là, c'est vraiment des coups de cœur. Mais effectivement, voilà, on a de plus en plus de millésimes récents. Avec les dernières années, c'est un peu normal. Malheureusement, ouais. Je dirais malheureusement parce qu'on fait que des vins de garde. Aujourd'hui, on travaille sur des vins sur un entrée de gamme chez nous. Même à Sylvaner, on parle déjà de 10-15 ans de garde. Donc, on espère toujours que les clients gardent un peu. Parce que voilà, c'est dommage de boire un vin quand il est encore sur sa retenue. Si des fois on est un petit peu patient, on peut avoir des vins qui sont plus aboutis, en tout cas. Après, on travaille pas les vins sur la réduction, donc on est quand même sur des vins très ouverts. C'est pas pour autant, pas parce qu'il est jeune que c'est pas un vin qui soit ouvert. Un petit challenge. Là, on est sur un pinot noir de gastronomie. Oui. Mais là, j'ai plutôt envie de te faire un challenge. Là, j'ai envie de le boire sur un dessert. Tu me proposerais quoi? Ah, super challenge ça. Ouais. Écoute, on a déjà fait pas mal d'essais sur du chocolat. En fait, des chocolats noirs. En fait, on a du mal à imaginer un rouge sur du chocolat, mais l'accord se fait parfaitement. Donc plutôt des chocolats avec pas mal de cacao.
Et donc là vraiment, je vous invite à essayer ça sur du chocolat, c'est incroyable. Simplement un chocolat ou une ganache ou parce que peut-être la ganache du fait du côté gras, ça risque d'être un peu problématique, je sais pas. Ouais, moi je resterais vraiment sur un chocolat pur, Ouais. quelque chose de très très pur. Il faut pas que ça soit trop gras non plus, pour sublimer aussi l'acidité en fait du vin. Et donc vraiment sur un chocolat noir, 60-70%. Exactement, ouais. Sur un chocolat 60-70% cacaoté. Ça se dit ça cacaoté. Écoute. Ouais. Alors aussi, il est important de dire là sur ce pinot noir, en fait ça c'est un an de barrique bourguignonne. Donc ce vin, une fois qu'il a fini d'être macéré, il est bien sûr pressé. Et après on le passe en barrique. Donc là ça va être passé pendant un an en barrique. Ça reste à peu près jusqu'en septembre. Alors pas tout à fait. On les tire un mois avant puisque ce pinot noir est non filtré. Donc on est sur un pinot noir qui n'est pas filtré. Donc c'est tiré à peu près un mois avant la mise en bouteille, histoire qu'il se dépose un petit peu en cube en inox. Et puis il va être directement tiré en bouteille. Alors il y a aussi quelque chose de très important qu'on n'a pas parlé jusque-là. Le domaine est certifié aujourd'hui en biodynamie. On fait partie du groupe Biodivin. Et il y a quelque chose qui est chouette dans ce vin. Il y a cette salinité, cette pureté, cette fraîcheur qui fait que on a envie d'en boire. Souvent, ce travail en biodynamie nous apporte cette puissance, voilà. Donc le principe de la biodynamie, pour ceux qui ne le savent pas, je vais l'expliquer en quelques mots rapidement. Alors on suit les calendriers lunaires. Donc on a un calendrier lunaire où on retrouve différents jours, un jour fruits, un jour racines, un jour feuilles, un jour fleurs, et en fonction de ces journées-là, on va pas faire les mêmes travaux dans les vignes. Donc il y aura des journées qui vont plus apporter des impulsions au sol, il y a des journées qui vont apporter plus des impulsions à la partie aérienne de la plante, etc., etc. Et donc du coup voilà, on va essayer d'apporter ces impulsions pour aller encore plus loin dans la compréhension de la plante, et surtout pour aller encore plus loin dans l'absorption que ce soit des minéraux ou même de ce que peut apporter la lune, enfin toutes les planètes qui entourent la plante. Et donc du coup voilà. Et après bon, il y a deux préparations de base qu'on réalise en biodynamie, une qui s'appelle la 500. Qui est alors là on va partir un peu dans des choses plus farfelues pour ceux qui ne connaissent pas, qui est de la bouse de vache qu'on va mettre dans de la corne pendant un an dans le sol. Alors cette bouse de vache, au bout d'un an, bien sûr, ce n'est plus de la bouse, hein. Quand on va la sortir au bout d'un an des sols, ça sera plutôt un compost, un très beau compost. Et cette bouse de vache va être pulvérisée dans les vignes. Elle peut être pulvérisée à 2 moments dans l'année. Au printemps, là elle vient tout juste d'être faite chez nous au domaine il y a à peu près une semaine. Donc l'idée au printemps c'est quoi? C'est tout simplement d'apporter cette 500 pour aider les sols à se réveiller. En fait, hein, c'est de réactiver la vie des sols. Donc la 500 est vraiment là pour redonner cette force de vie après la période de dormance, hein, qui est la période hivernale. Et la deuxième préparation qui est la 501, c'est de la silice broyée qu'on met dans de la corne pendant un an, et au bout d'un an on la sort. Alors cette silice, bien sûr, elle va pas se transformer puisqu'on est sur un quartz, c'est une pierre, hein. La corne, c'est tout simplement pour apporter cette certaine force de vie supplémentaire. Et donc on va la sortir au bout d'un an, et elle va être pulvérisée en saison. Alors ça dépend des années, on pourra en faire 1, 2, en fonction des années, hein, des silices, et elle va permettre de faire le lien avec ce qui se passe au-dessus. Donc la silice, en fait, c'est tout simplement un quartz qui est capable d'absorber la lumière et de la restituer. On appelle ça la lumière la deuxième lumière de la vigne, hein. Elle permet aussi de lutter contre les maladies, etc., puisque c'est plutôt un asséchant. Et elle va faire le lien entre ce qui se passe au-dessus et la plante. Et donc le but, c'est d'avoir la 500 qui fait le lien entre ce qui se passe en bas et qui revient jusqu'à la plante, et la silice qui elle va faire le lien avec ce qui se passe au-dessus. Et la plante se trouve au milieu, donc chercher cet équilibre, hein. Voilà. Et donc dans les vins en biodynamie, souvent on retrouve une certaine salinité, une certaine pureté,
une impulsion aussi supplémentaire souvent dans les acidités. C'est ce qu'on recherche en tout cas. Est-ce que le passage à la biodynamie, c'est quelque chose que toi tu as... Complètement, ouais. Alors, papa travaille en bio depuis très longtemps. Les désherbages chimiques sont proscrits depuis les années 90 chez nous au domaine. Donc, ça fait quand même une paire d'années. Ouais, c'est clair. J'ai beaucoup de chance par rapport à ça, puisque c'est un héritage de vignes qui sont pures. On a vraiment des sols qui sont vivants. Et puis, on s'est fait certifier en 2004 en bio. On est passé par plein de labels, Typhlodrome qui n'existe même plus aujourd'hui, mais il y avait plein de labels. Papa avait pris le temps aussi de comprendre les choses. Et puis, c'est vrai que moi j'avais fait mes écoles en Champagne, donc chez Voité-Sorven, et surtout j'ai eu la chance de pratiquer la biodynamie avec le président Déméter France, qui était un maraîcher à Troyes à l'époque. Et puis, en rentrant, j'ai dit, écoute, papa, alors papa avait déjà un peu des bagages sur la biodynamie, on faisait des composts en biodynamie, par le biais de vignes vivantes. Et puis, il avait quand même quelques bagages, etc. Mais on avait envie d'aller plus loin, mais ça demande quand même un certain investissement en temps, et donc il attendait vraiment mon retour, pour démarrer ça ensemble. Puis voilà, donc nous voilà lancés en 2009, on a fait que les grands crus en 2009, donc moi je suis arrivé en 2009 sur le domaine, on a fait que les grands crus la première année, tout feu tout flamme, et puis les résultats étaient tellement magnifiques en 2009, qui était une usine solaire, on rappelle très très bien, et le résultat était tellement magnifique sur les vignes, ça vibrait, on avait vraiment envie d'aller plus loin, on a reconverti tout le domaine en 2010, donc ça fait presque 9 ans aujourd'hui que le domaine, ça fait 9 ans que le domaine est 100% en biodynamie. Alors, j'ai pas tout de suite été certifié, j'ai pris le temps, etc. D'y arriver, mais on a fait une belle biodynamie dès le départ. Alors, la biodynamie, c'est bien sûr la 500, la 501, ça c'est deux choses qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est encore d'autres choses. On travaille beaucoup avec les vibrations, avec ses sensations, ses ressentis. Ça c'est important, il faut vraiment faire les choses. Pour quelqu'un qui démarre la biodynamie, je dis souvent, parce qu'on a souvent la question, parce qu'aujourd'hui ça plaît de plus en plus, travaillez avec vos tripes. Ce que vous ressentez. L'instinct. C'est comme ça aussi que vous signez vos vins. Ça sert à rien d'aller voir chez les autres. Alors je dis pas qu'il faut pas être curieux, c'est important d'être curieux, d'aller voir, etc. Mais pour faire un grand vin, comme un peintre un peu, il faut le signer par sa main. Et plus vous le signez, plus vous apportez des vins qui sont authentiques, etc. Surtout que par exemple les Guissailles, on est une grosse cité viticole, on est 35 vignerons, mais on n'a pas envie de ressembler aux voisins. Et le voisin, j'espère, n'a pas envie de ressembler à vous. Et donc du coup, c'est ça qui est beau, c'est d'apporter vraiment cette vie dans le vin. Et donc voilà, et aujourd'hui, je suis un amoureux de la biodynamie. Alors la biodynamie s'arrête pas juste à 500, c'est ça aussi ça que je voulais vous dire. On fait pas mal aussi de traitements à base de plantes aujourd'hui, donc on remplace énormément. Alors les deux seuls produits autorisés en bio aujourd'hui sont le soufre et le cuivre. Et on remplace beaucoup ces produits par des plantes. Une multitude de plantes, ça je pourrais vous en donner, de l'osier, de la prêle, de la pilémifeuille, de la camomille, etc. Et toutes ces plantes ont des vertus. La camomille, par exemple, je finis par ça, c'est un calmant, comme ça pourrait l'être pour nous, tout simplement. Et donc on travaille sur ces matières actives et on voit que la vigne, elle réagit de façon incroyable. Et je pense aussi quelque chose d'important, c'est pas de faire du systématique. Il est important de faire des choses en fonction des années, de s'adapter, etc. Ça c'est important. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Bon voilà. Écoute Pascal, je vais te présenter le troisième vin. Allez, on va peut-être rincer nos verres. On va rincer les verres, ouais. Alors pour le troisième vin, après le crément et le pinot noir, on va parler du pinot gris. Alors bien sûr, ça m'aurait tenu à cœur aussi de présenter un Riesling, comme beaucoup de vignerons alsaciens, parce que je suis fou de Riesling, on en fait 5 différents sur 5 terroirs. Mais je tenais quand même à présenter un pinot gris, quelque chose un peu différent, qu'on n'a pas l'habitude forcément en Alsace. Donc déjà c'est un pinot gris qui est passé en barrique, donc on est sur un pinot gris qui est passé pendant 1 an en barrique bourguignonne, et c'est un pinot gris qu'on retrouve ici sur un lieu-dit qu'on met en avant. Donc c'est un lieu-dit qu'on appelle Ortel. Alors le lieu-dit Ortel, on est sur la face nord du Grand Cru de Fersigberg, sur des marneaux calcaires. Et aussi, je tenais beaucoup à présenter un pinot gris, puisque ici, nous sommes sur un pinot gris qui est sec. Un pinot gris à moins de 2 grammes de sucre résiduel. Ce qui n'est pas forcément commun en Alsace. Alors, on parlait du pinot noir, on disait que c'est un cépage un peu fragile, etc. Le pinot gris est assez proche du pinot noir aussi, dans son style. Il est aussi il est aussi très fragile.
qu'est-ce qu'il a, le Pinot Gris? En fait, il a aussi la peau très fine, un peu comme le Pinot Noir, et donc du coup, il a tendance à botrytiser très vite. Et on s'est rendu compte que ces dernières années, en Alsace, 95% des Pinot Gris sont sucrés, tout simplement parce qu'en fait, c'est simple à comprendre. Le Pinot Gris, il a tendance à botrytiser très vite, et donc du coup, il monte très vite en degrés. Donc il faut être hyper précis sur la date de récolte du Pinot Gris. Et on a fait un gros travail de fond avec papa pour comprendre ces Pinot Gris, pour aller un peu plus en profondeur et se dire voilà comment donner quelque chose d'un peu plus c'est marrant, je le dis souvent comme ça, mais un côté un peu plus air au Pinot Gris. Il faut savoir aussi que le Pinot Gris a un côté très terre, très marqué en bas. On dit souvent que le Pinot Gris a un côté un peu sous-bois, un peu voilà. C'est ça pour moi son côté terre. Et avec la biodynamie, on essaie toujours d'apporter ces impulsions, ce petit plus. Et là, je pense qu'on va goûter un Pinot Gris qui est très air. Et donc c'est quelque chose un Pinot Gris qui a une belle verticalité, qui a quelque chose de très droit, avec l'assise calcaire bien sûr, comme on en parlait sur le crément, cette largeur, voilà, qu'on n'a pas retrouvé sur le Pinot Noir, parce que le Pinot Noir, je disais granit, c'est plus cette précision, mais ça reste toujours plus étriqué le granit. Ici, on va retrouver l'assise calcaire. Bon, on va aller goûter ce Pinot Gris. Je suis en train de le réchauffer dans ma main. Alors, pourquoi la barrique sur le Pinot Gris? On s'est rendu compte aussi que c'est un cépage qui réussit très bien dans la barrique. Peut-être par sa puissance, ça a quand même une certaine puissance, le Pinot Gris. Alors bien sûr, on travaille pas sur de la barrique neuve, on est sur des vieilles barriques sur nos Pinot Gris. Ça peut être des barriques entre 5 et 15, 20, il n'y a aucun problème. Ça ne nous dérange pas d'avoir des barriques un peu plus anciennes. Là, Pascal. Merci. Donc là, on est millésime 2016, comme les deux autres vins. Toujours ce beau millésime, frais, racé. Très beau millésime au domaine. On a une super couleur or. Alors c'est marrant, le Pinot Gris, on peut aussi retrouver ces notes comme dans les créments, ce côté un peu crémeux, un peu... Ce Pinot Gris nous fait déjà penser un petit peu à des vieux champagnes vineux, ce côté un peu vineux, un peu voilà. C'est les joies de la barrique, ça. Ouais. Ce côté toasté. La barrique, elle est juste là pour accompagner. Tu verras, en bouche, on retrouve pas de boisé ou de. C'est vraiment juste un accompagnement pour lui donner une certaine impulsion en plus, un équilibre, voilà. Ouais, le nez un petit peu noisette aussi, on retrouve un peu ce côté noisette, un peu voilà. Et alors en bouche, on a une vivacité, une pureté dans ce vin. Moi, j'adore ça. Ça, c'est un très grand vin, ce qui est d'ailleurs même déboussolant, puisque on part même sur un Pinot Gris où on a l'impression d'être sur des agrumes. On retrouve un côté citronné, un côté très pur, très droit. On perd les marqueurs traditionnels du cépage. On est loin de ce qu'on peut imaginer. Mais finalement, est-ce que le marqueur, c'est ce qu'on a toujours mis en place, ou est-ce que finalement, quand on fait un grand vin de terroir, on va rechercher les éléments minéraux dans le sol, est-ce que le marqueur, c'est pas le sol? Et finalement, pour moi, le cépage ne devrait jamais être marqué dans aucun vin. Finalement, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche, c'est plutôt que le terroir s'exprime. Le cépage est juste là pour accompagner, une fois de plus, mais le nom de famille, c'est bien le terroir, Et c'est lui qui va marquer le vin. Alors le Pinot Gris, on peut s'imaginer, on se rapproche de la Bourgogne. C'est un cépage. Mais il existait en Bourgogne, il y en a encore un peu, on n'en trouve plus beaucoup, mais on l'a trouvé à un moment donné. Mais c'est marrant, il est assez proche du Chardonnay, dans son impulsion, dans sa façon d'être, dans sa façon de se comporter. On va... Et là, on est proche de midi, là, on mange quoi avec? Alors là, sur un Pinot Gris comme ça, alors on peut l'imaginer sur plein de choses. Bien sûr, moi je l'imaginerais sur des fromages, des beaux fromages frais, à pâte molle, du chèvre, des choses comme ça.
Mais on peut aussi se l'imaginer, par exemple, sur une canette Omori, en plat principal. Là, une belle canette, bien cuite, juste un peu croustillante, et puis des moris, c'est super. C'est Là, bon. on est vraiment... Nickel. Ah bah ok, c'est parti. On y va? On y va. J'ai le ventre qui Non, gargouille. c'est clair. Ouais. Le vin, on a déjà presque l'odeur. Et on retrouve cette salinité une fois de plus. Mais ça, c'est un marqueur de tous nos vins. Alors, aussi quelque chose d'important, avant d'aller manger, c'est la pureté. On est vraiment ici dans une optique de pureté dans les vins. On aime cette précision dans les vins. Alors, on fait des pressurages aussi très longs au départ. Là, c'est une étape importante de la vinification. Je disais qu'en cave, on est très peu interventionniste, mais il y a quand même un travail au départ, avec des pressurages longs et doux, et des séparations de presse pour vraiment prendre le meilleur du raisin. Et chaque cépage a une autre façon d'être travaillé. Ça, c'est important. Et donc ça, il faut le blabla, je sais plus. C'est pas grave. Question un peu polémique, mais on va la poser quand même. Est-ce que pour faire un bon et grand vin, est-ce qu'il faut être forcément en bio et en biodynamie? Ah non, je pense pas. Ah, c'est marrant parce que je dirais ça. Peut-être certains bio diraient l'inverse, mais je pense pas. Par contre, je pense que le bio et la biodynamie nous permettent d'aller plus loin. Mais le principe de bio, et je le dis souvent à mes clients, le principe de bio, ça veut dire sain. Ça veut dire que ce sont des produits qui sont sains, pas remplis de chimie, etc. Mais on peut très largement, en faisant un gros travail de fond, faire un vin qui n'est pas en bio ou en biodynamie et faire quelque chose de bon. Mais par contre, je pense quand même que le bio nous permet d'aller plus loin. Ça veut dire que tout simplement, c'est l'exemple, mais on travaille nos sols. Bon, nous, on laboure nos sols depuis des années. Je vous ai dit, papa, il a arrêté les désherbages dans les années 90, mais on laboure les sols, mais tout simplement en labourant, par exemple, on va aller couper les racines de surface. Et en coupant les racines de surface, une fois de plus, on pousse la vigne à descendre en profondeur. Ça, c'est une chose qui est très importante. Et donc, du coup, en bio, le seul moyen de désherber naturellement, finalement, c'est d'aller labourer. Et donc, on va aller apporter une certaine impulsion. D'accord. Mais c'est pas une obligation d'être en biodynamie pour faire un grand vin. Je pense qu'un grand vigneron sait faire, voilà. Mais bon, passez tous en bio. Non, mais je sais pas. Cette planète, il faut la protéger. Aujourd'hui, je pense que c'est une incompréhension. Moi, j'ai une vraie incompréhension une fois de plus cette année quand je vois dans les vignes encore combien de vignes sont désherbées, je comprends pas. C'est quelque chose de grave. Alors bien sûr, de simplifier le travail, c'est une chose, mais je veux dire, la planète, on l'a qu'une fois, et on fait tous des enfants, et on a tous envie que ça perdure, et faut arrêter ce côté très individualiste de vouloir faire les choses juste d'une génération et se dire moi j'ai réussi, etc. Non, je crois que on vit pour nos enfants, pour le futur, pour tout ça. Il faut arrêter de penser qu'à soi et penser à l'avenir. Et donc ça, c'est, je pense, ma réponse par rapport au biodynamie. Après, je pense qu'il y a une grosse étape entre le bio et la biodynamie. Ça, c'est clair. Nous, on l'a vu au domaine. La biodynamie nous apporte des impulsions supplémentaires et là, qualitativement, oui, vous commencez à arriver beaucoup plus loin dans ce que vous recherchez, en tout cas dans ce que moi je recherche aujourd'hui dans les vins. En tout cas, merci. Merci, Pascal. Pour cette belle découverte. Merci à toi. C'est beau ça. Ça, c'est super, hein. Puis là, l'apéritif, c'est bien. Hein.